Bienvenue sur Parole de Leader. Je suis Marie-Laure Soulier, je suis associée chez Extramile et je vous propose aujourd'hui une conversation avec Louise Beveridge et Benoît Cornu, les deux fondateurs du cabinet Juste. Nous allons évoquer avec eux l'évolution des demandes des entreprises en termes de communication, ainsi que l'impact de la digitalisation et des tendances actuelles sur les métiers de la communication. Bonjour Louise. Bonjour Marie-Laure. Et bonjour Benoît. Bonjour Marie-Laure. Alors, Louise, vous êtes une experte de haut niveau en communication. Vous avez travaillé à la Société Générale, chez BNP Paribas, chez Kering en tant que senior VP. Vous êtes aussi administratrice de plusieurs entités, des écoles de prestige comme Sciences Po ou l'INSEAD et aussi plus récemment de la Perla. Et vous avez également été indépendante et vous êtes bien sûr cofondatrice de Juste. Benoît, quant à vous, vous êtes aussi un expert chevronné en communication et votre parcours vous a mené du groupe Casino au PMU, puis chez Elior. Et vous avez, tout comme Louise, aussi une importante expérience en tant qu'administrateur. Vous êtes également cofondateur de Juste, puisqu'en 2020, tous les deux, vous avez décidé de créer ce cabinet d'un nouveau genre. Alors, comment avez-vous pris cette décision ? Comment ça se passe ? Comment on envisage un tel tournant ? Notre chemin ensemble a démarré. En fait, nous sommes arrivés sur la même conclusion, mais par les chemins différents. Pour ma part, en fait, ayant quitté effectivement les fonctions exécutives, j'ai pratiqué en indépendant pendant quelques années. Et puis, Juste en fait est né à la fois d'un constat, mais également d'une frustration. Finalement, il y a des experts avec beaucoup d'expérience, beaucoup de capacités, qui exercent aujourd'hui en indépendant. Et de l'autre côté, il y a des entreprises et d'autres structures qui cherchent justement un accès à cette expertise et cette compétence et aussi à cette capacité de travail. Mais parfois, en fait, le marché est assez mal matché entre l'offre et demande. Ces indépendants qui sont là et disponibles et les entreprises et autres structures qui les cherchent. Voilà ma frustration. Et c'est comme ça que la conversation a commencé avec Benoît, mais par contre, qui est arrivé par un autre chemin. Exactement. Moi, j'ai moins l'expérience d'indépendance qu'a eu Louise, mais j'ai la même expérience de manager et de direction d'équipe, et surtout de la difficulté que l'on a à trouver à un moment donné, pour des sujets précis, des bonnes compétences de haut niveau à l'extérieur. Recruter, on y arrive, mais avoir des gens pour un temps donné, à très bon niveau, en fait, était complexe. Alors, le réseau fonctionne toujours, et donc tant mieux, mais c'est long, c'est pas gagné à tous les coups, et donc il manquait ça. Et quand on travaille avec les cabinets de management de transition plus traditionnels, malheureusement, ils ont du mal à répondre aux besoins. Ce sont des cabinets, on les a tous rencontrés, on les connaît, qui sont plus issus des métiers de la restructuration industrielle, des grands projets informatiques, du conseil en organisation, qui travaillent beaucoup sur les fonctions de direction générale, opérationnelle, direction financière, des RH, et donc des fonctions considérées comme souvent un peu régaliennes, mais pas forcément sur la communication. Et donc, il y a cette espèce de décalage entre la réalité du besoin que Louise a exprimé et que moi j'ai constaté aussi, et la réponse. Et en fait, on se rend compte que notre métier de communication, et j'espère qu'on y reviendra, n'est pas forcément compris par ces équipes-là, qui n'ont pas forcément les réseaux et qui surtout n'ont pas forcément la capacité à répondre précisément aux besoins exprimés par le client. Communication, c'est plein de choses. Le marketing, c'est plein de choses. La RSE recouvre des réalités très différentes et c'est pas une fonction. Ce sont des métiers et donc il faut être capable de répondre très précisément par des savoir-faire, par de l'expertise à des problématiques très particulières. Et donc voilà. Et donc c'est en ayant cette discussion avec Louise qu'on s'est dit, mais faisons-le, puisque personne ne s'y met. En fait, ce que nous avons constaté, Marie-Laure, c'est que initialement, avec Benoît, nous sommes allés parler avec les acteurs de management de transition, les cabinets actuels. On est allé les voir en disant que finalement, on va créer l'offre chez eux. Et puis, cette itération était très utile parce qu'on a mieux compris effectivement ce métier de management de transition. Et puis, on a aussi compris que finalement,
comme c'est souvent le cas, on peut avoir des idées sur la communication et marketing qui sont assez larges et généralement largement fausses. Donc, quelque part, on a compris que la connaissance et compréhension du métier était absolument clé. C'était clé à la fois pour être capable de faire les bons diagnostics avec nos clients du problématique, quel était le profil, quels étaient les livrables, les objectifs à fixer. Et pour ça, il faut avoir une écoute et une connaissance du métier pour être dans une analyse suffisamment fine. Et puis de l'autre côté, on a compris que notre connaissance du métier ou des métiers était aussi en capacité de mieux évaluer aussi les managers par rapport à leur expertise, leur style managérial et aussi leur connaissance de secteur ou voire typologie de situation. Parce que je pense qu'avec Benoît, ce qu'on préfère, management de transition est plutôt le terme du marché, donc on l'utilise. En réalité, on trouve que management de situation est finalement un terme beaucoup plus adapté à ce qu'on fait, parce que finalement, c'est une situation à laquelle on répond avec les talents et avec l'expertise dont que nos clients cherchent. Un management de situation, oui, c'est un terme intéressant et révélateur, oui, des enjeux que vont trouver ces personnes en arrivant au sein de l'entreprise et en prenant leur mission en main. En ce qui concerne les métiers de la communication eux-mêmes, Benoît, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, et c'est vrai qu'ils sont en pleine évolution, ces métiers, hein. On parle du digital depuis des années, mais il y a d'autres facteurs qui expliquent cela également. Est-ce que ces évolutions sont finalement une autre raison, un autre facteur d'intérêt pour ce nouveau modèle, donc de management de situation? Les métiers de la communication sont très très évolutifs. Ils bougent très très vite. Alors il y a la pression très forte du digital depuis une quinzaine d'années maintenant, parce que ça fait à peu près 15 ans que ça a un vrai impact, et ça fait bouger très fortement ces métiers-là. Et ça demande d'être très 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 pointu et de rester pointu. Donc c'est-à-dire qu'il faut en plus continuer à grandir et acquérir de l'expérience et de l'expertise et se former et s'informer dans la durée sur des métiers qui en plus ont vu leur rôle dans les entreprises changer. Je prendrai deux exemples. D'un côté, les relations médias qui, à un moment donné, ont été bousculées par le digital, par les réseaux sociaux, par le besoin effectivement d'avoir une communication temps réel permanente et finalement sans forcément beaucoup de fonds. Et les bonnes vieilles relations médias à l'ancienne, les relations presse comme on disait avant, effectivement étaient peut-être moins en cours. Et puis on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est bien plus compliqué que ça, et qu'il faut à la fois des gens qui savent gérer les réseaux sociaux, mais qui ont suffisamment de recul pour savoir les gérer en temps réel et en comprendre euh, la dynamique, mais qu'en même temps, il faut savoir produire des contenus, mais qu'en même temps, il faut savoir gérer son timing, mais qu'en même temps, il faut savoir rebondir sur l'actualité ou ne pas le faire, qu'il faut savoir gérer de la crise en transversale par rapport à ça, et qu'il faut aussi continuer à développer des relations de beaucoup plus long terme, qu'il faut être capable de travailler avec les médias traditionnels, parce qu'ils sont toujours là, la presse n'est pas morte, et fort heureusement, et elle est bien loin de disparaître. Donc, on retrouve une nouvelle vision de ce métier de relations médias, ou de façon plus globale, qui intègre des dimensions nouvelles et supplémentaires. Et c'est pas l'une qui a chassé l'autre, pas plus que la télévision a tué le cinéma. Tout ça fonctionne de façon conjointe, et ça demande des gens qui se sont formés, qui ont compris et qui évoluent. Et on voit bien que chez nos clients, c'est une demande forte de gens très seniors qui savent jouer sur cet orchestre complet de l'ensemble de ce qui peut parler au monde extérieur. Il y a un deuxième exemple qui est intéressant, c'est la communication interne. Je vais partir de la newsletter à l'ancienne et de la convention commerciale ou management à aujourd'hui comment générer de l'engagement, reconstituer d'ailleurs post-crise des collectifs qui sont complètement éclatés, comment parler à des gens qui sont là, d'autres qui ne sont pas là, comment être capable d'intégrer des outils digitaux ou continuer à garder du lien physique et humain. Voilà, tout ça demande des gens qui ne sont pas tout à fait ceux qui étaient capables d'écrire ces newsletters avant. Il faut là aussi des chefs d'orchestre capables d'assembler l'ensemble de ces dimensions. Voilà, c'est juste deux exemples pour montrer que les métiers de la communication évoluent beaucoup. Et donc, un manager de transition,
pour revenir au cœur de notre sujet, est quelqu'un qui, à un moment donné, peut apporter à la fois cette expertise qu'il a acquise dans différentes expériences, dans différentes situations. Il a vécu des situations et peut en gérer d'autres, et que donc il va arriver à un moment donné pour apporter cette expertise, cette compétence, ce savoir-faire et avoir un vrai impact qui permet soit d'assurer une continuité opérationnelle quand il y a une vacance de poste, il est tout de suite opérationnel, soit accompagner l'entreprise dans des projets un peu structurants ou moins structurants, ou renforcer les équipes quand il y en a besoin, mais tout de suite avec un impact immédiat parce que ce sont des gens qui vont être peut-être un petit peu en avance de phase parce qu'ils ont besoin, eux, de se former et d'avancer pour être employables ou pour être bankable, pardon pour l'expression, sur le marché. On imagine des missions passionnantes, à fort enjeu, avec des managers de transition qui rejoignent des équipes existantes et qui viennent apporter leur pierre et leur expertise à la situation du moment. Donc on va se retrouver avec des équipes composées à la fois de personnes qui sont là pour une période donnée en management de transition et puis d'autres personnes qui font partie de l'entreprise et qui sont là en contrat long. Comment ça se passe dans les faits? Comment ces deux populations cohabitent? En fait, Marie-Laure, j'aimerais répondre à votre question en fait en deux parties. Le premier partie, c'est sur les changements profonds et structurels du marché de travail, où j'ai plutôt envie d'appeler ça plutôt le marché d'expertise. Donc ça, c'est une partie. Et puis, je vais revenir plus précisément sur comment effectivement ces expertises, je dirais, cohabitent au sein de l'entreprise. Donc, sur le premier point, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que le marché de travail évolue et très fortement maintenant depuis à peu près 10 ans. D'un côté, vous avez les entreprises beaucoup poussées effectivement par tout ce qui est la digitalisation, qui sont davantage de plus en plus en mode projet, en mode agile, sur effectivement les sprints de travail, où effectivement les entreprises ont besoin d'avoir un accès facile à des experts et des expertises et les forces de travail par rapport à ces sprints de transformation. De l'autre côté, vous avez de plus en plus d'experts ou d'individus qui ont une expertise forte, une expérience forte aussi, qui souhaitent être davantage organisés selon l'axe de leur expertise et pas selon l'axe d'une entreprise. Donc, d'un côté, les entreprises qui cherchent un accès à des expertises pour les contrats courts, qui sont directement liés à des projets, et de l'autre côté, les experts ou les individus qui exercent en indépendant. Donc, vous avez effectivement une évolution qui, a priori, qui est complémentaire entre ces deux besoins. Et in fine, en fait, on parle de l'économie d'usage qui s'invite dans le marché du travail. Autrement dit, les entreprises cherchent à avoir un accès à l'expertise, pas la propriété. Et de l'autre côté, vous avez des individus qui sont effectivement disponibles pour des missions, mais qui sont pas disponibles pour être, je dirais, recrutés à long terme, parce que c'est pas leur souhait, c'est pas leur modèle, c'est pas leur choix de vie. Voilà, donc ça c'est les aspects structurels, on le constate partout et dans tous les marchés de travail en forte évolution. La France n'est pas le plus grand marché en Europe, il y a d'autres marchés qui sont beaucoup plus évolués dans l'usage effectivement de ces managers de transition. C'est le cas dans l'Allemagne, en Scandinavie, au Royaume-Uni, mais la France en fait croître à 15% par an dans ce marché. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect structurel. Je pense que c'est important de le comprendre et c'est évident que cette tendance, cette trend va accélérer. Alors, je reviens sur votre question qui est plus précisément par rapport au contexte où vous trouvez avec les équipes qui sont salariées, qui sont intégrées dans l'entreprise dans la durée, et puis des managers de transition qui arrivent pour 3 mois, 6 mois, 9 mois, et qui apportent une expertise et un force de travail. Et c'est ça qui est vraiment, je dirais, important, c'est qu'ils arrivent avec les deux. Ayant dit ça, les managers de transition arrivent, ils sont plus dans un logique de carrière. Ils sont vraiment dans un logique d'apporter leur expertise, leur capacité managériale et leur force de travail à l'entreprise pour la mission. Ils s'intègrent pas dans la durée, ils s'intègrent dans le contrat.
et ils s'intègrent également dans les objectifs ou les livrables qui sont fixés. Donc, dans ce cas-là, on peut avoir éventuellement au début de mission le besoin que le manager explique bien pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont là pour apporter. Et c'est, je dirais, toute la maturité et toute l'intelligence du manager qui arrive de mettre les équipes autour de lui tout de suite à l'aise et rassurés par leur présence et par l'expertise et par leur ouverture. Donc, on exerce maintenant, on a plusieurs managers qui sont dans plusieurs grands groupes sur les projets très différents depuis la création de Juste. Et puis on a toujours un suivi très, je dirais, proche, à la fois des managers et aussi de nos clients en début de mission, parce que le début de mission, bien évidemment, c'est une phase à la fois délicate pour le client et aussi pour le manager. Donc, on est très, très vigilant dans ces premières semaines de mission pour vérifier que, effectivement, l'atterrissage dans l'entreprise se passe bien. Donc on parle vraiment de personnalités avec une forte intelligence situationnelle et relationnelle et effectivement qui ont un œil, une vision de leur carrière complètement différent de ce qu'on peut imaginer pour un manager au sein de l'entreprise. Donc pour Juste, je suppose que l'enjeu est vraiment de trouver le profil idéal pour chaque mission, bien évidemment, et que c'est une méthodologie un peu particulière au vu de ces enjeux. On n'est pas dans de la chasse de tête classique ici. Quand on est dans une démarche comme celle-ci, effectivement, on a un vivier de talents, parce que c'est comme ça qu'on le qualifie, de gens que l'on connaît. La chasse de tête, c'est vous allez recruter par rapport à un profil, une fiche de poste, à un besoin qui est lié à une fonction, et puis vous allez effectivement essayer d'identifier la meilleure compétence. Dans la logique qui est la nôtre, c'est qu'on est interrogé à un instant T pour une réponse à apporter immédiatement, et nous devons, tout de suite, être capables de proposer la bonne personnalité pour remplir la mission. Et quand je dis la bonne personnalité, c'est important parce que cette notion de personnalité, elle est essentielle. Donc les talents sur lesquels on s'appuie, et avec qui on travaille, on les connaît tous. On les a, entre guillemets, qualifiés, on les a rencontrés, on a discuté avec eux, on connaît leur parcours. Ce sont des gens qui ont 15, 20, 25 ans de vie professionnelle, essentiellement l'entreprise parce que ça leur permet, quand ils arrivent sur une mission, d'en comprendre les dynamiques. Donc ils savent dans quel environnement ils arrivent, donc c'est extrêmement important. Ce sont des gens qui font ça par choix et pas par accident. C'est le plan A de travailler de cette façon-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que ce sont des gens qui sont extrêmement talentueux et extrêmement compétents et qui font partie des plutôt très bonnes compétences du métier, parce que sinon ils ne pourraient pas vivre comme ça et travailler de cette manière-là. Ils ont besoin d'être plutôt très 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 compétents. Ce sont très souvent des personnalités engagées, au sens je m'engage dans ma mission. C'est un sport d'engagement, hein, le management de transition. C'est pas un sport de dilettante, c'est pas un loisir en passant. C'est vraiment un sport d'engagement. Quand on arrive dans une entreprise, il faut être capable d'immédiatement en comprendre les enjeux, comprendre l'environnement dans lequel on est, expliquer pourquoi, comment on est là. Et Louise vient d'évoquer comment est-ce qu'effectivement on appartient à sa mission. Et puis avoir cette intelligence situationnelle et relationnelle. Marie-Laure, c'est exactement les deux mots qui sont les plus importantes pour être capable très vite d'avoir un impact. Et donc, en fait, ce qu'on essaye, nous, de mesurer, ou en tout cas d'évaluer, dans les discussions qu'on a avec eux, c'est à la fois leur capacité à s'engager, leurs compétences professionnelles, mais assez vite que l'on peut analyser parce qu'on connaît leur parcours, on a pris des références, voilà, donc on a un dialogue avec eux, on est entre professionnels de la communication, du marketing ou de la RSE, donc on parle le même langage et c'est assez facile d'affiner ça. Nous, notre enjeu est de comprendre comment telle personnalité va être capable de répondre à telle situation donnée. Et donc, c'est en les connaissant en amont qu'on va répondre aux besoins du client. Mais ça exige effectivement une très bonne connaissance du besoin du client. Est-ce que vous avez quelques exemples à partager avec nous de missions soit particulièrement réussies, soit au cours desquelles vous avez appris des choses? C'est pour rendre ces situations un peu plus concrètes. Ça serait, je pense, intéressant pour nos auditeurs.
On a aujourd'hui des intervenants à différents niveaux. On peut avoir donc soit continuité opérationnelle en cas de vacances de poste, c'est comme ça que je le disais tout à l'heure. Donc on a par exemple dans l'agroalimentaire, dans une société coopérative, une directrice de la communication en transition, qui est quelqu'un qui est arrivé dans une situation complexe. La communication n'était pas vraiment gérée pendant quelques années, qui s'est retrouvé confronté à une crise de gouvernance interne. La direction générale qui l'a recruté, qui l'a contracté, a été débarqué au bout de quelques semaines. Et le manager de transition est toujours en place et mène toujours sa mission à la fois d'accompagnement de la direction, de structuration de la communication corporate, d'organisation de l'équipe. Et elle joue vraiment le rôle de ciment, mais avec une neutralité dans le dispositif, qui fait qu'elle est complètement hors de toutes les discussions politiques au sens interne à l'entreprise. Son contrat a une durée, il peut être prolongé évidemment, mais elle appartient à son contrat et sa mission, et elle n'est pas sur un agenda à 2 ans ou à 3 ans, elle n'a pas d'agenda personnel, elle a un agenda d'efficacité et de répondre à l'attente de son client. Donc j'ai un autre exemple intéressant de mission en cours aujourd'hui et qui se passerait très bien, elle vient d'être prolongée, d'un grand laboratoire pharmaceutique, et on voit bien combien les labos pharmaceutiques aujourd'hui sont effectivement challengés en termes de communication, qui occupe une fonction centrale dans les relations médias corporate au niveau du groupe. Et ce qui est intéressant, c'est au-delà de la compétence en termes de communication et de relations médias, dans la discussion qu'on a avec notre client, c'était de bien comprendre quels étaient les enjeux qui allaient être à traiter pendant la mission. Et que ces enjeux n'étaient pas forcément des enjeux qui nécessitaient de connaître la pharmacie, c'était les enjeux qui nécessitaient de connaître une organisation industrielle, de connaître les grands sujets corporate et de connaître les sujets d'opinion. Et c'est un manager qui a travaillé dans des sujets autour de l'eau, autour de l'armement, autour de l'industrie, qui est une ancienne directrice de la communication, qui a un rôle de relations médias, et donc qui le mène parfaitement bien parce qu'elle en connaît toutes les adjacences. Donc elle fait son métier central, mais en plus elle connecte très fortement aux autres. On a un projet qui d'ailleurs se déroule très très bien en éditorial, où on a un de nos clients qui a internalisé une ressource externe pour mener le projet à la fois du document d'enregistrement universel et qui est en train de basculer vers du rapport intégré et qui donc accompagne ce client dans cette démarche, parce que c'est un apprentissage pour lui, c'est aussi consommateur de ressources, et d'avoir un chef d'orchestre capable à la fois de coordonner les équipes, de piloter les plannings, les budgets, les savoir-faire, l'écriture, et de faire que tout ça arrive à l'heure pour l'Assemblée générale et ses centrales et de façon efficace. Voilà, ça demande des vraies compétences, de vraies expertises, et donc voilà, on avance, on travaille comme ça. Oui, en fait, j'aimerais ajouter aussi par rapport aux exemples que Benoît donne, qui sont des exemples qui sont issus soit de grands groupes ou de entreprises relativement larges. On a discuté cet après-midi avec un nouveau client. C'est un nouveau client en fait d'un PME. C'est un PME qui fonctionne bien et qui a déjà 10 ans derrière lui. Et puis il a des enjeux parce qu'il souhaite effectivement maintenant ouvrir et proposer ses services en dehors de la France, donc aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Donc il a un vrai enjeu de croissance, mais aussi internationalisation de son offre. C'est un client qui n'a jamais vraiment touché ni à la marketing ni à la communication. Et en discutant avec lui, c'était évident que être accompagné par un expert, à la fois marketing, communication, quelqu'un qui est vraiment axé avec un vrai expertise sur l'engagement client et sur la croissance de son activité, avec une forte expérience construite dans les grands groupes et à l'international, c'est évident que cet expert ou cet manager va lui permettre d'accélérer ses plans et accélérer surtout la mise en œuvre de ses plans dans les différents marchés. Donc, par cet exemple qui effectivement c'est PME, pour moi en tout cas cet exemple-là illustre pour moi la nouvelle modernité de la management de transition.
Et ce que je veux dire par ça, c'est que souvent le management de transition, quand c'était créé dans les années 80-90, comme Benoît a dit tout à l'heure, c'est lors de la restructuration industrielle. Je dirais pas que c'était un soin palliatif, mais les managers arrivaient pour gérer des situations industrielles compliquées, etc. Ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui avec le management de transition, c'est dans les problématiques, pas de restructuration, mais dans les problématiques de transformation, voire d'accélération de la transformation des entreprises. Et ce qui donne en fait une dynamique différente pour ces managers experts qui arrivent dans les entreprises, pas forcément dans une problématique de restructuration, mais qui arrivent avec leur expertise pour accélérer, catalyser leur transformation. Et c'est là, pour moi en tout cas, il y a une vraie modernité et quelque part une nouvelle génération autour des managers de transition aujourd'hui. Mais en fait, je dirais Marie-Laure, je pense qu'une fois qu'on a goûté au plaisir en fait de travailler dans les entreprises, de les faire avancer plus vite, aider les équipes notamment aussi à avancer, on est piqué. C'est des drogues dures en fait. Quand vous avez goûté à exercer le métier dans ces termes-là et avec ces impacts-là, c'est que comme ça qu'on a envie de travailler et surtout faire bénéficier les autres de l'expertise que vous avez. J'ai une question pour vous. Pourquoi juste? On a fait, c'est une question qu'on nous pose souvent. On a fait notre exercice de bons professionnels de la communication au moment où on a créé cette entreprise, une petite start-up, et à deux, et on s'est dit finalement, commençons vraiment par le début. Quelle est notre vision, quelle est notre mission, quelle est notre raison d'être, quelles sont nos valeurs. Voilà. Et on a fait ce travail-là fondamentalement avant même d'avoir une marque, avant même et plus loin, on savait exactement ou en tout cas exactement peut-être pas, mais assez précisément ce qu'on voulait faire. On apprend heureusement encore tous les jours, mais voilà, il y avait des choses sur lesquelles on partageait fondamentalement les choses avec Louise, et donc dans nos discussions, on s'est rendu compte que ce point d'équilibre qui a été évoqué entre effectivement l'interne, l'externe, entre une vision de la communication que l'on veut un peu haute, parce qu'on est convaincus tous les deux que c'est une fonction qui est stratégique, ou en tout cas qui contribue au pilotage stratégique des entreprises et qui est essentielle. Une façon aussi de voir le métier comme étant quelque chose qui est là pour valoriser l'expertise, mais aussi valoriser les talents, c'est-à-dire valoriser les individus, valoriser les compétences d'indépendants qui sont sur le marché, les mettre au service des entreprises, mais vraiment de façon précise, efficace, pour que ça fonctionne. Voilà, tout ça se retrouvait dans quelques mots, dont celui-là. Alors, il y a eu des mots anglais, parce qu'effectivement, l'accent de Louise ne vous aura pas échappé. Mais finalement, voilà, on est arrivé à ça, et qui est pour nous une forme à la fois d'équilibre, de transparence, de rigueur et de précision. En tout cas, c'est quelques-uns des mots qui nous accompagnent tous les jours dans la façon que l'on a de travailler, de parler à la fois à nos talents et à nos clients. Oui, en fait, c'était principalement une valeur. On avait optimisme, hein, même si on est là pour, je dirais, régler des problèmes. En fait, on avait optimisme comme une valeur, mais on avait aussi la valeur juste, le fait d'être juste. Et parce que nous agissons en tant qu'intermédiaire entre une problématique ou une situation pour un client et de l'autre côté, de bien matcher ça avec le bon talent, le bon expert en face, cette notion d'être juste. À la fois en termes de valeur, mais aussi juste en termes d'analyse, nous paraissait un mot qui disait bien en fait ce qu'on visait en termes d'ambition, parce qu'il y a quand même de l'ambition derrière le dentelle de ce métier. On a mis de l'ambition. Et puis finalement, on regarde nos valeurs, on a dit mais peut-être ça fera un bon nom aussi. Voilà. Donc le nom est né de nos valeurs. Et il a une vertu, ce nom, c'est que on peut jouer avec. D'abord, il ne laisse pas indifférent. Et ça, pour une marque, c'est quand même important d'avoir à la fois impact et mémorisation, attribution. Mais il nous permet aussi de jouer un peu. Voilà. Ça nous permet d'avoir quelques gimmicks et de tracer un peu et d'avoir une vraie identité.
J'ai envie de revenir maintenant justement à ce point de départ, votre aventure entrepreneuriale. Alors là aussi, vous avez trouvé, on dirait l'un et l'autre, le bon profil de partenaire. Vous avez identifié le bon duo. Comment ça fonctionne? Vous fonctionnez à deux dans tout ce que vous faites. Vous êtes comme une sorte de couple professionnel. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous vivez ça au quotidien? Écoute, c'est simple. Moi, je dis toujours oui et Benoît, il dit toujours non. Et puis, comme ça, moi je dis oui, il dit non. En fait, on arrive à peu près dans un équilibre où effectivement, ça avance à peu près à la bonne vitesse. Moi, j'aurais pas pu faire juste sans Benoît. Benoît me rend meilleur aussi dans nos discussions, dans nos décisions. Moi, je peux avoir mes fulgurances parfois ou par rapport à, si tu veux, les envies ou les projets ou je dirais la vitesse à laquelle on avance. Benoît m'apporte en fait une considération, une pondération et justement cette partenaire et cette discussion dont moi j'ai besoin. C'est exactement ça, c'est la complémentarité. C'est vrai que Louise est capable d'imaginer les risques que j'oserais pas prendre. On échange nos idées. On a des parcours à la fois similaires et dissimilaires. On fait le même métier à la base, mais on vient d'univers différents, on a une histoire différente, et donc ça enrichit énormément nos approches. On a des réseaux différents que l'on arrive à mélanger. Donc là aussi, on a des points d'appui qui nous permettent d'avancer. Et puis moi non plus, j'aurais pas pu faire juste sans Louise, parce que j'aurais pas osé un certain nombre de choses. L'aventure entrepreneuriale, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de solitude, et d'être à deux change énormément de choses. Je l'ai pas vécu seul, mais je pense que j'aurais pas pu. Et de travailler à deux permet systématiquement d'avoir un point d'appui si on a une question, si on a une idée, si on a une inquiétude. Ça permet finalement à deux, on n'a pas toujours les mêmes jours up et les mêmes jours down, donc ça permet globalement d'avoir plutôt une bonne moyenne. Et puis c'est extrêmement enthousiasmant de travailler comme ça. On a créé juste, on a imaginé juste à la fin de l'année 2019, on a structuré juste au début de l'année 2020, et on a voulu lancer juste au printemps 2020. Et on s'est retrouvé dans une situation au mois de mars, c'est un peu compliqué, parce qu'on est prévu effectivement de révéler l'existence de Juste avec le printemps. Mais on a quand même décidé d'y aller il y a un peu moins d'un an, début avril, et on a bien fait. Et on a appris à travailler dans des conditions incertaines. On a appris à travailler dans l'improvisation, mais sans complètement improviser, parce qu'on a beaucoup travaillé la structuration. On a appris à gérer le quotidien avec nos côtés effectivement good guy, bad guy qu'évoque Louise. On a appris à discuter dans l'urgence ou au contraire d'être capable de prendre du temps. Et c'est extrêmement riche comme expérience. Et comme nos managers, ça va être compliqué de faire demi-tour. Effectivement, Louise a l'habitude de dire que pour faire ce métier, mais c'est vrai aussi pour les managers de transition, il faut être capable de passer du jet à EasyJet. On a vécu beaucoup de choses, on a voyagé dans le monde entier, on avait accès à peu près tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on a investi très lourdement dans nos transports en s'autorisant 2 vélos électriques de fonction. C'est quand même notre seul investissement matériel et notre seule immobilisation corporelle. Et encore même pas parce que c'est de la location. Donc on a vraiment, voilà. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la frugalité joviale, mais surtout l'expression que je préfère de lui, c'est chien sans collier. Voilà. Et on est un peu à la fois très rigoureux dans ce qu'on fait, mais très heureux de pouvoir aller où on veut en fait. Merci beaucoup Benoît Cornu, merci beaucoup Louise Beveridge d'avoir partagé avec nous les joies de cette frugalité et tout ce qui fait la saveur de cette aventure entrepreneuriale. Écoute Marie-Laure, juste merci de ma part. C'était un vrai plaisir de partager l'histoire avec toi. Merci Marie-Laure, c'est juste un bon moment. Merci encore et à bientôt sur Parole de Leader.